Bienvenue dans cette nouvelle explication. Bon, quiconque a déjà passé des heures, voire des jours, à traquer un bug minuscule dans un code monolithique de 5000 lignes connaît cette douleur absolue. C'est un vrai cauchemar. Aujourd'hui, on explore l'antidote parfait. On va parler de la transition vers des scripts propres, élégants et modulaires grâce au monde puissant des fonctions et de la portée des variables. C'est littéralement une étape incontournable pour vraiment maîtriser le langage C. Allez, on s'y met. La feuille de route est super claire aujourd'hui. D'abord, une petite introduction aux fonctions, puis on décortiquera leur anatomie. Ensuite, on regardera les 4 grands types de fonctions, avant de s'attaquer aux variables locales et globales. On enchaînera avec un vrai cas pratique pour bien comprendre, et on terminera par les avantages concrets de tout ça. Section 1. Introduction aux fonctions. Voyons un peu ce qui se passe quand un programme devient, disons, beaucoup trop lourd pour rester un seul et unique bloc. Conceptuellement parlant, on peut vraiment voir une fonction comme le chapeau d'un magicien. L'idée est simple, on fournit une entrée, mettons un lapin, puis un ensemble d'instructions complètement cachées va traiter cette entrée à l'abri des regards. Un peu comme par magie, non? Et boum, une toute nouvelle sortie apparaît, comme une colombe. Au fond, c'est l'essence même de la délégation. Plutôt que de traîner un programme principal énorme et totalement illisible, on divise tout le code en petits sous-programmes super indépendants qui font chacun leur job dans leur coin. Section 2, l'anatomie d'une fonction. La théorie, c'est bien beau, mais voyons comment on assemble tout ça avec la syntaxe mécanique du langage C. En fait, pour construire ça, les développeurs doivent maîtriser une sorte de valse en 2 temps. Étape 1, la déclaration et la définition. Ça se passe toujours à l'extérieur du programme principal. C'est crucial car ça prévient le compilateur que la machine existe bel et bien. Et ensuite, l'étape 2, c'est l'appel. C'est exactement le moment où on appuie sur le fameux bouton de démarrage depuis le programme principal pour lancer l'exécution de la tâche. Et la construction de cette machine nécessite d'assembler des pièces bien spécifiques. Tout d'abord, on doit définir un type de retour, en gros ce qui va sortir de la machine. Ensuite, on lui colle une étiquette avec un nom unique. Après, on peut y glisser des arguments ou des paramètres qui sont nos matières premières. Au centre, on a évidemment nos instructions de traitement, le moteur de la machine en quelque sorte. Et enfin, on précise le fameux résultat retourné. Une fois qu'on a tout ça, on obtient une structure mécanique redoutablement efficace. Ce qui nous amène à la section 3, les 4 types de fonctions. Car oui, toutes ces petites machines ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Cette matrice illustre super bien les 4 grandes variations possibles. Tout dépend de la gestion des entrées et des sorties. D'un côté, on a des fonctions qui ne renvoient absolument rien, estampillées avec le mot-clé void, et qui ne prennent aucun argument. C'est parfait pour juste afficher un menu statique à l'écran, par exemple. À l'autre extrême, on trouve les poids lourds, des fonctions qui ingèrent de multiples arguments et recrachent une valeur ultra précise, ce qui est indispensable pour les gros calculs dynamiques. En pratique, on navigue constamment entre ces 4 configurations selon les besoins de l'algorithme. Section 4. Variables locales et globales. Alors là, on touche à un point vraiment capital, les frontières invisibles de notre code. Il faut absolument comprendre où les données ont le droit d'exister. La distinction est simple mais vitale. Une variable locale, c'est comme si elle était piégée entre les murs de la fonction qui l'a créée. Elle y naît, elle y meurt, fin de l'histoire. Une variable globale, par contre, est déclarée tout en haut du script. Elle se comporte comme une ressource publique, ouverte à toutes les fonctions. Mais attention, danger! Modifier une variable globale, ça a un impact sur l'intégralité du programme. Honnêtement, c'est la cause numéro 1 des bugs qui rendent complètement fous, alors on les manipule toujours avec énormément de prudence. Passons à la section 5, cas pratique et résolution. C'est le moment de relier tous ces concepts un peu abstraits à la réalité du terrain. Faisons un peu de gymnastique mentale. Imaginons la construction d'un script complet avec un objectif clair. On veut un programme qui demande de saisir 2 variables, disons A et B. Ensuite, on va déployer 3 fonctions bien distinctes pour les analyser. La première va vérifier si ces variables ont le même signe, pendant que les 2 autres vont extraire les valeurs minimales et maximales. C'est littéralement l'exemple parfait pour voir la modularité en action. Détaillons un peu cette fonction signe. Ici, on n'a besoin d'aucune valeur de retour. On utilise donc le type void. Pourquoi faire compliqué? La fonction va juste exécuter un printf pour balancer un message directement à l'écran. L'astuce logique est super élégante. On multiplie A par B. Si le résultat est supérieur à 0, bingo, on sait tout de suite que les signes sont identiques et on affiche l'information sans rien avoir à renvoyer au programme principal. Propre, net et sans bavure. À l'opposé, nos fonctions pour le minimum et le maximum sont de type entier, donc int. Leur mission est d'évaluer nos 2 paramètres, mais attention, pas question d'afficher un simple message, elles doivent utiliser une instruction return
stricte pour renvoyer le résultat. Elle passe le relais en expédiant l'entier gagnant directement dans le flux du programme principal. Et ce résultat crucial, on pourra ensuite le stocker, le modifier ou s'en servir plus tard. Ce qui nous amène tout naturellement à la section 6, les avantages des fonctions. Après avoir vu toute cette mécanique en mouvement, on comprend vite pourquoi c'est si important de structurer son code comme ça. Le gain est absolument massif. D'abord, la maintenabilité. Si un calcul plante, on va corriger uniquement la fonction incriminée, sans risquer de faire exploser tout le reste de l'architecture. Ensuite, la lisibilité. Fini les murs de code impossibles à déchiffrer, on a des sous-programmes super clairs. Et bien sûr, le saint graal absolu de la programmation, la réutilisabilité. On se casse la tête à écrire et tester un bloc de code complexe une seule fois, et on peut l'invoquer à l'infini dans n'importe quel autre projet. C'est un gain d'énergie monumental. Pour clôturer cette explication, voici une petite réflexion. Sachant qu'une simple fonction bien pensée permet de régler un problème logique une fois pour toutes, quel bloc de code hyper répétitif, voire complètement chaotique, mériterait d'être isolé dès aujourd'hui ? La puissance du code modulaire est là, à portée de clavier, il n'y a plus qu'à l'exploiter.